Je m'appelle Logan, je travaille à Gigamic en tant que commercial. Donc en fait ici c'est Quetzal qui est un jeu de placement assez malin dans lequel on va aller récupérer tout un tas d'artefacts dans des temples pour aller les revendre, donc pour améliorer notre renommée d'aventurier en fait avec notre équipe qui nous suivra de scientifiques et d'archéologues. Nous avons notre équipe qui est ici à notre disposition qu'on va envoyer en fait fouiller les temples pour récupérer des artefacts. Dans le temple ici on pourra aller en récupérer, mais forcément il faudra payer les ouvriers pour y aller. Forcément plus on les paiera cher, plus vite ils iront et plus loin ils iront dans le temple. On pourra les envoyer dans les annexes du temple, ils pourront aller les vendre sur les autres endroits du plateau. Donc comment ça fonctionne et comment on va savoir si on a des archéologues ou des scientifiques? Il y a un truc très malin et plutôt sympa qui est fait, c'est le lancer de meeple. En fait on va les lancer. Et en fonction de comment ils retombent, nous aurons des scientifiques ou des archéologues en fait, parce qu'on a deux faces sur chaque meeple, la face noire qui est l'archéologue et la face blanche qui est le scientifique. Alors pour ceux qui retomberaient comme ça un peu sur la tête ou sur la tranche, justement je pourrais l'utiliser comme bon me semble au moment de jouer sur le plateau, parce que selon les actions qu'on choisira, on devra envoyer plutôt des scientifiques, des archéologues ou les deux. Pourquoi aussi c'est intéressant de lancer les meeples? Parce que si jamais ils retombent sur leurs pieds, eh bien je gagne en plus une pièce qui va venir dans ma réserve personnelle pour tous mes meeples qui sont retombés sur leurs pieds. Donc c'est un petit truc assez sympa qu'on va faire à chaque début de manche en fait. Comment ça se déroule? C'est très simple. Le premier joueur va commencer à s'installer sur le plateau et sélectionner une action de son choix. Donc par exemple j'ai envie d'envoyer mes scientifiques chercher des artefacts. J'ai pas envie de dépenser trop d'argent, je vais dire bon allez tu vas là, je vais dépenser 3 en pièces d'or. Je serai potentiellement le troisième à choisir. Tout dépendra de si les autres viennent se placer avant moi, etc. Forcément, donc là, c'est le jeu de placement par excellence où il va falloir être suffisamment malin. Il y a des catégories comme ça où on valide, c'est bon, j'ai payé, c'est pour moi. Par contre, il y a d'autres endroits où ça va fonctionner par majorité. C'est le cas pour les endroits où il y a des icônes avec des plus. Mais là, si je veux y aller, je pourrais dire, bon ok, je mets 2 scientifiques. Et si jamais on veut me piquer la place, il faudra que quelqu'un d'autre vienne avec 3 scientifiques, les chasse. Je les récupérerai pour aller les mettre ailleurs si je le veux. Là où c'est aussi hyper intéressant, c'est que notre chef qui est ici, en fait chaque couleur aura son chef recto verso, on l'a ici de dos et de face, ça se voit aussi, hein, ce sont les persos indiqués sur nos cartes. On va pouvoir les envoyer, on va pouvoir les stuffer un petit peu, c'est-à-dire qu'ici sur le plateau, on a des éléments qui vont nous permettre d'avoir des pouvoirs particuliers. Si je parviens à les récupérer en fonction des actions que j'aurais faites, je pourrais venir les mettre à côté de mon plateau. Et en fait, par exemple pour cette action, à chaque fois que je vendrai ce type d'artefact, je gagnerai 2 argents supplémentaires, etc. C'est aussi des points de victoire en fin de partie. Donc c'est hyper intéressant d'aller les chercher, on peut en avoir jusqu'à 2 puisqu'on a 2 encoches, avec une phase de défausse pour quand même comptabiliser nos points en fin de partie. Grâce aux artefacts qu'on va récupérer, on pourra soit gagner de l'argent, soit gagner des points de renommée, ou alors avancer sur la piste du Quetzal qui est ici, qui nous permettra, plus on avance, plus on gagnera d'avantages. Si on va jusqu'au bout par exemple, ça nous ferait 6 points de victoire, plus ceux qu'on aurait pu gagner au préalable. C'est vraiment ça se joue en 5 expéditions, en fait là c'est la première expédition. Le premier joueur ne passera que si quelqu'un choisit de récupérer le jeton premier joueur, ça vaut 2 points en fin de partie, ça peut être intéressant. On passe à la seconde expédition et on recommence. On relance nos meeples, selon les phases sur lesquelles on tombe, forcément, on aura plus ou moins de scientifiques, d'archéologues et on pourra récupérer de l'argent. Alors ça, c'est Mariposas. C'est le nouveau jeu d'Elizabeth Hargrave, l'auteur de Wingspan. Et elle nous propose ici d'incarner toute une famille de papillons qui vont voyager. On va participer en fait à leur flux migratoire qui va se passer du Michoacán jusqu'au nord du continent américain, puisqu'on pourra aller même jusqu'au Québec, pardon, ou dans le Winnipeg carrément. Ici en fait nous allons avoir des papillons de différentes générations. Tous les joueurs démarreront avec un papillon de génération numéro 1. Ce papillon en fait on va l'aider à se déplacer et surtout à se reproduire, à donner naissance à de nouvelles progénitures, à des papillons de génération 2. Pour ce faire, on va se balader sur le plateau de jeu au travers des différentes prairies où il y aura tout un type de fleurs, il y en a 5 différentes variétés. En main, chaque joueur a toujours 2 cartes. Ce sont des cartes en fait déplacement qui vont nous permettre de bouger avec nos différents papillons. Là par exemple j'en ai qu'un seul, mais je pourrais très bien utiliser cette carte qui me permet de bouger 2 fois de 2 cases. Pourquoi 2 fois de 2 cases? Parce qu'en fait avec mon papillon qui est ici, je vais bouger 1, 2, je vais ramasser la fleur sur laquelle je me trouve,
Et je vais refaire un déplacement de 2, puisqu'en fait j'ai 2 déplacements de 2 à faire. Je vais reprendre la fleur sur laquelle je viens de m'arrêter, qui est ici. Ça c'est un des types d'actions. Il faut savoir que la carte que je viens de jouer, je la laisse toujours devant moi. Pourquoi? Parce qu'en fait ce jeu se déroule en 3 saisons. Le printemps, l'été et l'automne. Le printemps se déroule en 4 phases, 4 actions jouées par joueur. Chaque saison, à chaque fin de saison, il y a une possibilité de marquer des points. Il y a toujours des objectifs qui sont indiqués sur les cartes. Et à la fin de la saison, si je remplis ces objectifs, je pourrais éventuellement avancer sur la piste de score qui se trouve ici avec mon jeton de couleur. Dès que j'ai joué, je repioche une carte et ainsi de suite. Les papillons, je vais pouvoir donc, comme je disais tout à l'heure, leur donner naissance à des nouvelles progénitures. Donc je pourrais donner naissance à un papillon de niveau 2. Pour ce faire, il faut que je me déplace à nouveau. Je vais me déplacer ici de 5 cases avec mon papillon, puisque j'ai 5 flèches. Je ne suis pas obligé toujours d'avancer. Je peux très bien faire 1, 2, 3, 4, 5 si j'en ai envie en fait. Donc je repars, 1, 2, 3, 4 et 5. Je reprends une fleur que j'ai déjà eue tout à l'heure et c'est là qu'on va avoir la phase de reproduction en fait. Je vais donner naissance à un papillon de niveau 2. Tout ça en fait c'est récapitulé sur le côté du plateau. Un papillon de niveau 1 qui veut donner naissance à un papillon de niveau 2, il faut utiliser 2 fleurs du même type qu'on a réussi à récupérer au préalable. C'est ce que j'ai réussi à faire avec ces fleurs. Je les remets dans leur emplacement correspondant et je peux amener un papillon de niveau 2 directement sur le plateau. C'est un jeu vraiment où il n'y a quasiment pas d'interaction, chacun va faire son petit bonhomme de chemin avec les mêmes objectifs mais avec des tactiques différentes. On va continuer à jouer au printemps et dès lors que tous les joueurs auront réussi à donner naissance à un papillon de niveau 2, c'est là où ça va être intéressant. On va pouvoir voir quel est le type de scoring pour l'été. Même si ce n'est pas tout de suite, on va pouvoir anticiper. Parce qu'il y a des points, par exemple pour le premier objectif, qui vont nous demander d'être tout en haut du plateau pour pouvoir marquer des points. Donc peut-être que je vais commencer à me dire, bon allez, j'avance vachement, comme ça à la fin de l'été, j'aurai des points que je pourrais valider. Mais attention toutefois, un niveau 1 donne naissance à un niveau 2, un niveau 2 ne peut donner naissance qu'à un niveau 3, un niveau 3 à un niveau 4. À la fin du printemps, lorsqu'on aura terminé, malheureusement notre papillon de niveau 1 va mourir. Un papillon, ça a une vie très très courte. Et il sera remplacé par un niveau 2 si vous en avez encore de côté. Ce sera pareil à l'automne. Ce seront cette fois-ci les papillons de niveau 2 qui vont mourir, qui seront remplacés par un niveau 3. Les niveaux 3 vont être importants pour donner naissance à des niveaux 4. Et les niveaux 4, avant la fin de l'automne, il faut essayer de les faire revenir, donc les papillons de génération niveau 4, les faire revenir dans le Michoacán, la terre de leurs ancêtres au final, pour pouvoir marquer un maximum de points. Parce que plus j'ai de papillons niveau 4 qui rentrent, et plus je marquerai de points. C'est vraiment une notion à ne pas sous-estimer dans le jeu. Ça permet de marquer vachement de points. Donc il faut éviter de laisser trop de points aux adversaires à ce moment-là. Il y a plusieurs objectifs pour le printemps, plusieurs pour l'été, plusieurs pour l'automne. On les met aléatoirement en fonction des parties et ça permet de donner une bonne rejouabilité au jeu. Le printemps se déroule en 4 phases, l'été en 5, l'automne en 6 phases. Alors le petit plateau qui est ici, si vous avez remarqué, on a des villes, Nouvelle-Orléans, Atlanta, sur lesquelles on a des petits tokens. Lorsqu'on s'arrêtera dessus directement avec un papillon, on le retourne et ça va nous donner en fait une carte bleue papillon que je vais venir récupérer. En fin de partie, ça m'octroie un point, mais aussi et surtout, si je parviens à faire la collection bleue complète, l'avantage qui se trouve au bout de cette couleur sera un avantage que j'aurai parmi les autres joueurs. Ça peut être des avantages de points, des avantages de déplacement, etc. etc. Un troisième et dernier jeu qu'on va présenter, c'est Atlante. Ce jeu-là, il peut se jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs. Et dans ce jeu, on va incarner des divinités sous-marines qui vont tenter de conquérir un maximum de lieux dans un but quand même assez noble, pacifier le plus de population possible. Le truc, c'est que ces lieux, on pourra les conquérir par la diplomatie, donc avec de l'argent, mais aussi par la force, par la puissance militaire symbolisée ici par les tridents. Dans le jeu, au départ, chaque joueur reçoit 6 héros pour l'aider dans cette quête. Les 6, ce sont les 6 mêmes. Tout le monde a le même deck de départ. Ce deck, on va pouvoir l'alimenter en fonction des cartes que nous allons jouer. On pourra récupérer d'autres héros, monnayant leur achat évidemment, qui vont venir alimenter notre main et donc faire la différence aussi par rapport aux autres joueurs. La conquête des lieux, comment ça se passe? C'est pareil, c'est en fonction des cartes héros qu'on va jouer. Je vais en jouer une là simplement pour montrer. J'ai ici le légionnaire qui me permet de gagner 3 en puissance militaire. Eh bien, je pourrais conquérir des lieux qui vont jusqu'à 3 en puissance militaire. Je n'ai que celui-ci par exemple. Ce héros d'ailleurs va venir ici dans l'encoche qui est prévu à cet effet. Au niveau de la défausse des héros,
je ne pourrais pas le réutiliser jusqu'à ce que j'utilise une carte qui me permette de les récupérer en main. On reçoit tous au départ des mantas, des petites mantas qui sont réversibles avec l'icône de notre divinité et leur pouvoir de l'autre côté. Sur certaines mantas, j'ai également des pouvoirs de puissance militaire que je peux ajouter si je le souhaite à mon légionnaire. Donc en fait ici je pourrais passer à 4 et je pourrais éventuellement aller conquérir ces lieux-ci. Je vais d'ailleurs prendre celui-ci. La manta que j'ai utilisée, je la désactive, je la retourne, je ne peux plus l'utiliser jusqu'à un certain pouvoir. Le légionnaire est défaussé et le lieu, magie du spectacle, je vais venir le mettre dans une des 5 encoches qui sont prévues à cet effet et je vais la glisser jusqu'à ce que j'arrive sur l'icône, le cercle où il y a la pièce. Le négociant qui me permet de gagner une pièce et d'acheter un lieu. Là, je peux aller acheter un lieu si j'ai les moyens. Là, pour l'instant, j'ai qu'une pièce et il n'y a rien que je peux acheter. Encore une fois, j'ai une manta que je pourrais utiliser pour passer à 2, mais en plus de ça, j'ai récupéré une pièce d'or grâce à ce lieu tout à l'heure. Donc je peux très bien les cumuler. Ok, j'ai 1, je peux avoir 2, et éventuellement 3. Et bien je vais tout utiliser, je vais utiliser ma manta, mon lieu que j'exploite, dans ce cas je monte directement. Et ensuite, ça je défausse et je peux récupérer le lieu qui vaut 3, et je vais en faire de même. Là où c'est intéressant, c'est vraiment ce côté combo en fait. À mon tour de jeu, je suis obligé de jouer une carte héros. Par contre, toutes les actions secondaires, je ne suis pas limité. Tant que je peux les faire et que j'ai envie de les faire, je peux continuer à mon tour de jeu. C'est-à-dire que là, par exemple, dans un contexte un peu plus avancé, je vais faire ma conquête militaire, donc j'ai le droit à 3 grâce à mon légionnaire. Ici, sur ma nouvelle carte, j'ai le droit à 3 aussi, j'arriverai à 6. Et en plus, si je vais sur un récif, parce qu'il y a aussi des icônes de lieux, eh bien je pourrais encore rajouter 2 si je le voulais. Et donc voilà, c'est ce côté combo qui est hyper intéressant. On a des cartes qui augmentent la puissance militaire, d'autres qui permettent d'augmenter la puissance financière, des cartes qui nous permettent de récupérer gratuitement un héros, des cartes qui nous permettent d'exploiter directement, récupérer des cartes de notre défausse, etc., etc. La partie va prendre fin de 3 manières différentes. Soit le dernier héros sur la rivière a été révélé, le dernier lieu est révélé, ou alors un des joueurs a rempli les 4 objectifs qui se trouvent là-haut sur le plateau. Pour remplir ces objectifs, à notre tour de jeu, je pourrais sacrifier une de mes mantas colorées pour dire ok, je valide et moi je m'octroie 8 points en fin de partie parce que j'étais le premier à le faire. Il y a 4 objectifs différents, chaque carte en main vaut 1 point. Les cartes lieux qui sont validées valent également des points, on a des points en fait en bas. Pour pouvoir les valider, il faut que le lieu soit dans un premier temps monté, exploité jusqu'en haut et dans un second temps, il faut qu'on puisse jouer une icône de coffre qui me permet de valider le lieu ici et donc de valider les points. Parce que tant que c'est sur mon plateau, je ne peux pas les valider. Voilà pour les grandes lignes. Après, il y a des cartes qui vont nous permettre de récupérer des mantas, comme celle-ci. Si je parviens à l'exploiter jusqu'au bout, eh bien, je récupérais une manta neutre de couleur violette correspondant au pouvoir. Et donc, en fait, ça va venir alimenter mon deck de manta et donc possiblement faire de meilleures combinaisons. Un très bon jeu de combo qui peut être hyper nerveux et vraiment intéressant. Merci en tout cas à Philibert, merci à Gigamic de m'avoir permis d'être là et merci à ma maman de m'avoir mis au monde évidemment. C'est important, nous n'oublions pas le plus important. Tout à fait.